Bonjour Président. L'OM potentiellement deuxième avec 30 points, on peut dire que le début de saison pour l'instant est plus qu'une réussite. Bonjour à tout le monde. Et quand même, si on se projette dans les mois de juillet, quand on a démarré la saison, on s'est fixé l'objectif toujours de pointer à une qualification en Ligue des Champions. C'est quelque chose que pour nous, à niveau de club, c'est très important. Le bilan, dans ce moment de voyager à 2 points par match, c'est dans les objectifs. Je suis satisfait. Seulement, on peut dire qu'on peut être content à la fin de la saison. C'est à la fin de la saison toujours pour fixer un peu toute la notation finale de la saison. C'est vrai que dans ce moment, on est dans une dynamique positive. Il y a beaucoup d'améliorations que ça se voit pendant le temps. Comme dans toute saison, avec des hauts et des bas, des moments plus positifs, des moments plus négatifs. C'est quelque chose que pour nous, c'est important dans ce moment de voyager comme on voyage dans ce moment de la saison et dans lequel je peux dire qu'à niveau de club, on est satisfait du travail réalisé par le staff technique, commandé par Roberto De Zerbi, aussi dans la disposition qu'ils sont les joueurs pour s'adapter à une nouvelle idée de jeu qu'on voit de chaque semaine, si on peut dire. Que ça commence à s'améliorer, ça commence de plus en plus à s'identifier avec l'idée de jeu proposée par les coachs. Karim. Bonjour Président. J'ai 2 petites questions. La première, c'est que vous nous expliquiez un petit peu comment vous vivez ce nouveau projet, parce que en début de saison, on a beaucoup parlé de ce nouveau projet, de ces nouvelles aspirations, nouveaux coachs, nouvelle organisation aussi avec autour du président, Mehdi Benatia, Roberto De Zerbi, Fabrizio Ravanelli, et j'ai l'impression que l'organisation est quand même assez bien huilée. Comment vous voyez cette nouvelle aventure au niveau de l'Olympique de Marseille? Tout d'abord, je tiens à dire qu'après une saison décevante comme la saison dernière, c'est un bon moment toujours de faire de l'autocritique et de faire de l'analyse. On a fait beaucoup d'analyses la saison dernière. C'est vrai qu'on a voulu démarrer avec la venue de Franck Mancourt dans le mois de juin un nouveau cycle. Et ça, c'était quelque chose d'important. Premièrement, pour chercher de donner une stabilité qu'on a manqué les dernières saisons. On a voulu commencer sur un cycle de 3 saisons avec un coach comme Roberto De Zerbi, qu'on est très satisfait. De chercher de se structurer à niveau de club, non, c'est quelque chose d'important. C'est avec Mehdi Benatia sur la partie sportive que je tiens à remercier le travail qu'il fait absolument, parce que je crois que chaque jour s'améliore dans son rôle. Et il porte un leadership et un savoir-faire dans lequel on est pleinement satisfait et que c'est quelque chose qu'à niveau de club, on est très content du travail que dans ce moment, toute la partie sportive fait. Au même moment, il faut se structurer à niveau institutionnel, que c'est quelque chose que l'identification du club avec des anciens joueurs, que c'est incarné par la figure de Fabrizio Ravanelli. C'est quelque chose que ça nous donne beaucoup plus de solidité que pour les messages, même à l'interne, même à l'externe. Chercher d'aller tout le monde vers une même direction. Et je vois un groupe de dirigeants dans ce moment qui travaille d'une façon que ça fait plaisir comme président du club. Je vois de l'unité. Je vois maintenant un groupe de travail qui se met en place. Il faut avoir du temps, naturellement. Mais que ça se mette en place et dans lequel je peux dire que la satisfaction de mon côté, du côté des clubs, est énorme. C'est aussi vrai que pour chercher de donner un cycle, de chercher de construire quelque chose de solide, est important aussi d'avoir en considération beaucoup d'améliorations qu'on a cherché de faire dans les secteurs sportifs, avec la construction d'une cellule de performance, que ça permet d'avoir un gros, on peut dire, alignement
entre les différentes personnes qui travaillent dans le quotidien dans les sportifs. Aussi, c'est important d'avoir des figures comme Giovanni Rossi pour accompagner les coachs. Et comme on peut dire que c'est un peu les chef de staff, non? C'est quelqu'un qui filtre beaucoup de messages et qui accompagne l'équipe dans le quotidien. Aussi, le développement, comme vous avez pu lire dans des différents articles de presse des cellules de player care, d'attention aux joueurs, spécialement parce que toujours on considère non, que tu as les joueurs en 40% de ton temps, il y a 60% qui les passent ailleurs des centres sportifs. Et c'est très bien aussi d'accompagner tous les différents joueurs. On a des exemples de joueurs. Ce n'est pas simple, parfois à Marseille, d'avoir une réussite immédiate. C'est vrai que l'Olympique de Marseille ne donne pas beaucoup de temps à personne. C'est aussi quelque chose que c'est normal, il faut accepter. C'est vrai que nous, comme club, on est dans l'obligation aussi d'accompagner beaucoup de joueurs sur les différents plans dans la vie, parce qu'il faut toujours se rappeler qu'on est en face d'un effectif qui quand même est beaucoup plus jeune que la saison dernière. C'était aussi un objectif. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, qu'on cherche à développer. Parfois, rien n'est tout parfait. Il faut toujours être dans l'exigence et chercher d'améliorer beaucoup de situations. Mais c'est vrai qu'on a cherché de construire quelque chose de solide, qu'on cherche de se projeter vers l'avenir. Et je crois qu'avec l'unité et aller tout le monde vers une même direction, c'est quelque chose qui, dans ces moments, ça aide à créer une dynamique positive. Et avec tout le travail dont vous parlez, la mobilisation de beaucoup de monde, vous êtes aussi mobilisé, vous, sur plusieurs plans à l'extérieur du club. On parlait déjà de l'ECA la saison dernière. Vous avez pris un poste plus important à la Ligue. Vous avez été nommé à la task force de la FIFA. Juste pour nous expliquer un petit peu quel est le but et qu'est-ce que vous voulez faire à travers ces présences dans ces organisations, personnellement et surtout pour l'Olympique de Marseille? Tout d'abord, s'investir dans beaucoup de discussions structurantes maintenant dans le monde de football. Le monde de football, dans ce moment, il y a beaucoup de défis que je crois que tout le monde peut être conscient, non? Le calendrier international, la bonne santé des joueurs pendant la compétition. Aussi, toute la problématique liée aux droits de télévision dans le football français, que c'était quelque chose de marquant pendant cet été. Le développement de notre championnat, je tiens toujours à dire que c'est un très bon championnat. Aussi, être parti dans beaucoup de discussions et porter la voix de l'Olympique de Marseille dans les différentes instances de football, je considère que c'est quelque chose de très important. C'est vrai que j'ai investi beaucoup de temps dedans. C'est important aussi de participer à beaucoup de discussions pour chercher d'améliorer la réalité du football aujourd'hui. C'est quelque chose dans lequel c'était un des objectifs qu'on s'avait fixé comme club, d'avoir beaucoup plus de poids dans les différentes instances. Mais au même moment, en gardant aussi la gestion du club, que c'est important, avec la présence ici à Marseille. Parfois, à niveau d'énergie, ce n'est pas le maximum, malheureusement, mais il faut toujours faire des sacrifices et c'est les efforts que je demande aussi à tous mes collaborateurs. Mais c'est important de garder aussi la présence à Marseille dans le quotidien, que, malgré être présent dans toutes les instances que vous avez nommées maintenant. C'est important maintenant de tenir toujours la direction du club dans un moment clé, que c'est le développement de ce qu'on veut construire. Michel. Bonjour Président. Deux questions également. La première, pour continuer sur l'unité, Mehdi Benassia récemment a dit qu'il manquait un petit peu d'unité entre l'administratif et le sportif. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Il y a eu pas mal de gens qui sont partis au sein de la cellule formation de l'OM. Et un mot aussi sur Jean-Pierre Papin, si son avenir est à long terme à l'Olympique de Marseille. Un club de football, je l'ai dit, vous l'avez dit, c'est fait toujours de l'unité. Et dans tous les clubs où j'ai travaillé et
qu'on a eu des résultats dans le passé, c'est très important d'amener tout le monde à aller vers une même direction. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à la discussion. En discussion constructive, toujours, il te fait agrandir et avoir des différents points de vue. C'est quelque chose que ça aide beaucoup dans la prise de quelle que soit la décision que tu dois prendre. C'est important le dialogue, mais c'est important que dans le moment que quelqu'un il prend des décisions, dans le moment qu'une décision est prise, c'est important que tout le monde il va vers la même direction. Rentrer maintenant sur des sujets administratifs d'un club de football, pardon pour le dire franchement, c'est quelque chose que c'est inhérent, spécialement à ces clubs, à l'Olympique de Marseille. Normalement, dans tous les clubs de football qu'on voit en Europe, je ne crois pas qu'on a beaucoup de discussions. Je les comprends, et je comprends que parfois l'Olympique de Marseille, ça crée une surdimension dans beaucoup des activités qu'on fait dans le quotidien. Il y a des changements, oui, il y a des changements, spécialement parce que quand ils mettent un projet en place, je demande à tout le monde de chercher de s'adapter. Parfois, il y a des gens qui cherchent de s'adapter. Parfois, il y a des gens qui, quand même, ne partagent pas la même vision. C'est important que tout le monde partage une même vision parce que c'est l'accumulation des actions individuelles des personnes au club qui t'amène vers les mêmes objectifs. Il y a eu des changements dans les centres de formation, comme vous avez pu lire lundi. On est très content de l'arrivée de Tito Asni, spécialement parce que ce qu'on veut, c'est une partie sportive qui peut travailler ensemble avec des objectifs qui sont partagés. Ce qu'on voulait amener, c'était une grosse unité et que ça permette du premier gamin qui arrive ici à l'Olympique de Marseille avec 6 ans jusqu'à les joueurs plus anciens de l'effectif, que tout le monde il travaille avec la même direction, que tout le monde il travaille avec la même méthodologie, que tout le monde il partage la même vision. Parfois, ce n'est pas facile, dans quel que soit les clubs. Mais c'est important comme président du club de prendre des décisions que ça permet d'avancer vers cette direction parce que je crois que si on veut avoir des résultats, on a besoin d'avoir toujours ce type d'unité dans quelle que soit l'action qu'on peut faire. Vous m'avez demandé sur Jean-Pierre. On est content du travail qu'il réalise dans la Pro D. C'est vrai que la Pro D cette saison, avec ce qu'on voulait construire et dans la conception de cette équipe, ça a provoqué des tensions à l'interne. Il ne faut pas cacher la vérité parfois. C'est vrai que dans les moments qu'il y a des changements, toujours, il y a des situations que ça provoque des réactions. C'est naturel dans la vie. Ce que je tiens à dire, c'est que pour nous, c'est un concept que c'est nouveau. Créer une deuxième équipe avec la même exigence qu'il peut exister maintenant dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, c'est quelque chose que ça se rapproche plus à une vision professionnelle dans les termes de l'équipe. Ça a sorti du centre de formation, ça c'était géré par tous les staffs professionnels du club, ça a créé des tensions, c'est normal. Et c'est les plus vieux conflits dans le football, peut-être entre le scouting et la méthodologie, dans mon passé. C'est aussi vrai que comment c'est la conception d'une deuxième équipe, parce que parfois, tu ne peux pas entraîner avec tous les joueurs, tu dois subir beaucoup de décisions qui arrivent de l'équipe première. Ce sont des situations qui sont faites dans le football et c'est une normalité absolue dans tous les clubs de football d'avoir ce type de problèmes. Et en Espagne, dans mon époque à Valencia, ce que je tiens à dire, c'était chaque mois, on avait 2-3 tensions avec la deuxième équipe, parce que c'est normal, mais ça fait partie aussi du processus d'agrandir. Et dans les moments qu'on a voulu mettre ce type de structure, on était conscient que quelques conflits, ça pouvait apparaître. La chose importante maintenant, c'est de bien garder la méthodologie de travail, d'avoir très clair quels sont les objectifs de cette équipe, que c'est de préparer les joueurs à une première expérience professionnelle et jouer avec des adultes. Quand ils cherchent de faire ça, de jouer entre les adultes, ce n'est pas le même football en U19, en U17 que tu joues avec des adultes. Ça, c'est l'objectif fondamental. Et c'est important que tout le monde on est conscient de quel est le vrai objectif de cette équipe.
Président, le mercato, quelle sera la position du club? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous ne voulez pas toucher un effectif qui est deuxième à l'heure où on parle de la Ligue 1? Ou au contraire, faire quelques adaptations avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu ou qui ne répondent pas à vos attentes pour pouvoir recruter 2 ou 3 joueurs et se renforcer? Un mercato, toujours, tu dois profiter de l'opportunité. Mais tu ne dois pas avoir ambition à court terme de quelle va être la meilleure décision pour finir ta saison. Dans ce moment, on est dans une dynamique positive. Si on aurait été dans une dynamique plutôt négative, ce que tu cherches, c'est de changer quelques équilibres. Notre objectif, c'est de ne pas changer beaucoup des équilibres qui se sont créés dans l'effectif, spécialement dans les dernières semaines. Non? Je crois qu'on a créé des équilibres internes au sein de l'équipe qui sont quand même intéressants et que j'ai plaisir à voir de comment ça se met en place. Il va y avoir des différentes actions dans le mercato. C'est normal, spécialement parce qu'il y a des joueurs avec un minutage inférieur à ce. Il y a plus de gens qui me parlent de Paul que des résultats des matchs dernièrement. Écoutez, Paul est un joueur extraordinaire, une personne extraordinaire que j'ai eu le plaisir de partager du temps avec lui à la Juventus. Et j'étais le premier content le jour que j'ai lu que sa sanction il était réduite. Ça, c'était quelque chose qu'on tient à dire. Aussi, Mehdi Benatia, qu'il a une relation très bonne avec Paul. Donc, quand on était content pour Paul, c'est vrai qu'on cherche d'envoyer des messages à Paul parce qu'on est content pour lui. Pour le type de personne qu'il est Paul, que je réitère, quand j'étais à la Juventus, il était un superstar mondial, qu'il a fini 3e au Ballon d'Or. Et tous mes amis, ils me demandaient beaucoup de choses de lui. Et toujours, je tiens à dire qu'il m'a aidé. J'ai fait beaucoup de plaisir à mes amis grâce à Paul. Au même moment, avec Paul, c'est vrai que dans ce moment, il n'y a pas de discussions qui sont avancées, il n'y a pas une approximation pour des différents motifs. On va faire un rendez-vous interne cette semaine pour bien fixer tous les objectifs du mercato. Sur la situation de Paul, que c'est un joueur que je respecte énormément et que c'est un joueur de classe mondiale. On doit analyser, parce que c'est un joueur qui est dans le mercato et c'est un joueur qui est extraordinaire. Naturellement, comme club, tu as toujours le plaisir de prendre des opportunités, tu as toujours le plaisir de voir des grands joueurs qu'ils puissent jouer avec nous. C'est comme le cas d'Adrien quand il est arrivé, qu'il était libre de tout contrat. C'est comme le cas de prendre des opportunités comme avec Oekber ou avec des autres joueurs qui ont pris des opportunités dans le mercato. Avec Paul, il n'y a pas de conversation en cours. Il n'y a pas encore de décisions qui ont été prises, spécialement parce qu'on veut bien faire un rendez-vous d'organisation de quelles vont être toutes les différentes décisions à prendre pendant les prochains mois ou pendant les prochains mercato. Je ne ferme pas les portes parce que c'est un joueur qui est dans le mercato. Mais c'est vrai que ça crée une boule d'information autour de la possibilité. Je crois qu'alimenter aussi pour avoir des joueurs comme Adrien Rabiot qui sont venus à l'Olympique de Marseille, que ça alimente aussi la spéculation. Mais je crois, je tiens à dire, pour bien clarifier la situation, que c'est plutôt des spéculations, des rêves. Tout le monde a des rêves dans la vie, plus qu'en réalité maintenant dans les marchés. Et j'aimerais quand même rebaisser un peu les soufflets, spécialement parce qu'on parle plus de Paul, et j'ai répété avec tout le respect que j'ai pour lui, que c'est énorme, que de la réalité maintenant de l'équipe. C'était de l'immédiat. Donc, canaliser beaucoup d'émotions et canaliser beaucoup de frustration ou d'hyperexcitation, c'est très nécessaire. Merci. Et une petite question sur un joueur qui a été recruté à la place de Isaac Touré, Mbamou Meïté. C'est un joueur qui a un peu disparu des radars. On a eu Roberto De Zerbi plusieurs fois qui nous a parlé des défenseurs centraux, mais qu'il a très rarement cité. Il a même préféré parfois mettre Højbjerg en défense centrale. Il y a eu des changements tactiques, mais ça ne lui a pas vraiment apporté plus de temps de jeu. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur sa situation
et nous dire s'il y aurait peut-être une possibilité de départ pour lui cet hiver. Merci. Je ne vais pas et je ne pourrai pas rentrer dans des décisions techniques qu'un entraîneur il prend, spécialement ça serait un manque de respect, et ce n'est pas ma place. Au même moment, je tiens à dire, parce que sinon, on n'est pas juste. Vamos, il a passé un été compliqué, avec beaucoup de situations de saut et de bas. Et il n'était pas un joueur qui était stable pendant l'été. Je ne dis pas que ça c'est la conséquence de tout ce qui s'est déroulé dans les mois de septembre, octobre, novembre, les derniers mois. Ce que je tiens à dire comme président du club, c'est que la réaction de Vamos dans les mois de septembre, c'était exemplaire. Une fois que j'ai parlé au groupe, je l'ai nommé comme un des examens du travail et de ce qu'il cherche de mettre en place et avec beaucoup de changements positifs. Après, sont les décisions de l'entraîneur, de qui va être le joueur qui s'adapte de plus au match, aux idées qu'il veut mettre en place. Mais avec Vamos, je tiens à dire publiquement que les changements positifs qu'il a eu dans le mois de septembre, c'est quelque chose qui c'était très apprécié par tout le monde ici à l'intérieur du club. Bruno? Oui, bonjour Pablo. Vous parliez de l'arbitrage, de la commission de discipline, ainsi de suite, des décisions. Ça va bientôt faire 4 ans que vous êtes le président de l'OM. Avez-vous quand même l'impression ou pas, c'est souvent quelque chose qui revient ici à Marseille, que l'OM dérange dans le foot français? Ce sera ma première question. Si y aurait ce type de sentiment, j'ai seulement une solution, que serait de partir. Je crois. Non, je ne considère pas que ça dérange. Que c'est une équipe que ça génère beaucoup de sentiments, dans les positifs, dans les négatifs, oui. Et on est fiers de ça, à dire la vérité. On est fiers d'être cette équipe rebelle, de cette équipe qui ça prend aussi ces composants de la ville qu'on aime tout le monde. Ça fait partie de notre idiocratie et je suis très content avec ça. Mais si je considérerais qu'on était traités dans une façon négative, alors je ne serai pas ici parce que sinon ça ne fait pas partie des principes de football et de l'égalité que le sport il doit te donner. Je ne suis pas dans ce type de situation. C'est vrai que tu dois condamner avec fermeté les moments où les choses ne sont pas cohérentes et ne sont pas justes. Attention, ça ne veut pas dire que tu n'acceptes pas l'erreur. L'erreur, il est humain, il est inhérent. Les joueurs de football, ils font des erreurs. Les présidents, ils font des erreurs. Les entraîneurs, ils font des erreurs. C'est normal qu'un arbitre, et avec un métier tellement difficile, ils font des erreurs. Ce que je condamne, c'est la manque de cohérence. C'est la manque du traitement égal dans des sanctions. C'est la manque d'humanité parfois dans les dialogues. J'ai dit les choses positives. Les jours qui ont été arbitrés à Nantes, l'arbitre il est allé parler avec Fabrizio Ravanelli avec une normalité et naturalité que tout le monde, et je l'ai dit à la DTA, je tiens à remercier ce type de comportement parce que c'est pour ça qu'on fait du football et c'est de faire les choses dans une façon naturelle. L'arrogance, la confrontation, pas savoir parler aux joueurs, pas savoir parler aux dirigeants, ce n'est pas quelque chose que dans le football de 2024, tu peux permettre. Tu dois changer, tu dois évoluer, tu ne dois pas être dans une situation toujours ferme. On fait le même sport. On fait le même sport. Je me rappelle, je vous raconte une histoire. Dans les dernières assemblées générales de l'ECA, il y avait des arbitres. Rossetti, que bon, on s'effrite quelquefois, la UEFA, mais quand même, c'est cohérent. Quand même, Rossetti est cohérent. Rossetti, il a une personnalité très forte, il demande une personnalité très forte aux arbitres.
Mais tu vois qu'il y a une cohérence et qu'il y a une ouverture de discussion en sachant clairement quelle est la position de l'UEFA. Matteo Laoz, il est venu, on s'est salué, on a parlé avec une naturalité. Quand ma carrière à la Juventus, il nous a arbitré beaucoup de matchs européens. Quand j'habitais à Valencia, on se voyait beaucoup à l'aéroport. Quand il allait arbitrer, on parlait des matchs européens, on parlait de football. Et j'ai dit, waouh, ça c'est le type de relation que tu dois avoir dans le football entre tout le monde qu'on travaille à l'intérieur. Mes collègues des autres clubs français, quand je parlais avec Matteo, ils disaient, toi toujours avec les arbitres, que tu vas à la confrontation, et avec Matteo qui est l'espagnol, tu es en câlin et tu parles normalement. Il dit, non, c'est ça la chose dans laquelle on doit s'habituer. Ce n'est pas une confrontation tout le temps. On doit construire ensemble. Mais je ne comprends pas pourquoi ça doit être seulement dans une direction. Je l'ai dit dans une interview, une des dernières interviews que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de pas vers l'arbitrage. Je m'attends que l'arbitrage il fait beaucoup de pas dans la normalisation des relations. Deuxième question. Et puis vous le soulignez tout à l'heure, l'OM a fait de gros efforts financiers pour débuter ce nouveau cycle. Est-ce qu'il faut obligatoirement, c'est primordial, se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine? Vous avez encore des options d'achat à payer dans les mois qui arrivent, les années à venir. Voilà. Concrètement, s'il n'y a pas de Ligue des Champions, est-ce qu'il y aura encore un gros déficit? Est-ce que ce sera à Franck McCourt de le combler? Comment, d'un point de vue financier, vous voyez l'avenir? Naturellement, il faut contextualiser. Et c'est la première saison d'un cycle de 3 saisons. Une saison où tu ne fais pas de coupe européenne, spécialement la Ligue des Champions. Je crois que tout le monde en est conscient que ça va être une saison en déficit, dans laquelle l'obligation des dirigeants, c'est de chercher de faire le déficit le minimum possible en garantissant la construction d'un projet et en garantissant les résultats sportifs sur le terrain. Ça, c'est toujours le difficile équilibre à trouver pour un dirigeant. C'est important la Ligue des Champions? Écoutez, la réponse est très simple. L'Olympique de Marseille, c'est un club structuré économiquement pour participer toutes les saisons en Ligue des Champions. C'est vrai que c'est le club qui participe d'une façon stable en Ligue des Champions. Le modèle économique du club, ça permettra d'être dans une dimension complètement différente. Pour les revenus qui peuvent arriver, on voit que les clubs avec une continuité en Ligue des Champions, les revenus commerciaux, ça se multiplie par x2, x3, même comme ça. Donc pour nous, avec le système économique qu'on a, le système de coûts, parce qu'on a une structure d'un club de Ligue des Champions, c'est nécessaire de participer pour la stabilité économique du club dans la Ligue des Champions, en sachant que cette saison, tu dois comprendre et tu dois accepter d'être en déficit. C'est quelque chose que je tiens à remercier les propriétaires, Franck, parce qu'il a compris dans toutes les discussions qu'il fallait prendre un risque financier pendant cette saison. Cette saison, pour nous, la question, c'était très claire. Est-ce qu'on prend les risques sportifs ou est-ce qu'on prend les risques financiers? On a décidé de prendre les risques financiers et ça, c'est quelque chose que tout le monde, on doit remercier Franck parce que pas beaucoup de propriétaires, ils prennent ces positions et lui, il l'a pris d'une façon très ferme. Aussi en prenant des autres risques, comme c'était les lofts pendant l'été, comme c'était accepter de faire un investissement fort avec un des top entraîneurs européens comme Roberto De Zerbi. C'est quelque chose que c'est important aussi de le dire publiquement. Et c'est lui qui te donne la puissance de prendre ces risques financiers et pas les risques sportifs. C'est quelque chose d'important à dire publiquement. Romain. Président, vous nous avez jamais menti dans ces rendez-vous. L'année dernière, même période, on était ici. Vous avez demandé un peu des questions sur le mercato. Vous nous aviez dit, on va recruter des joueurs, on a les moyens financiers pour, alors que la situation sportive était délicate, et les joueurs ont été recrutés au mercato. Qu'en est-il cette année des possibilités de l'OM? Vous avez dit qu'il allait y avoir un rendez-vous interne, j'imagine, avec le coach pour discuter des besoins de l'effectif. Mais quelles sont les possibilités financières? Est-ce qu'il va falloir vendre avant d'acheter? Est-ce qu'en fonction des opportunités, on peut faire un effort? Est-ce que
les efforts sont prévus, c'est déjà budgété. Voilà, quelle est la position de l'OM? Et j'aurai une deuxième question. Comme dirigeant, ça serait irresponsable de prendre un double risque économique. On a parlé des risques financiers, ça serait quelque chose que ça serait un manque de respect vis-à-vis de notre propriétaire. Au même moment, quel est l'objectif? Le mercato, il a toujours une double vision, non? Un, de s'améliorer à niveau sportif. Un autre, c'est la façon la plus simple de faire améliorer un résultat économique. Je ne vais pas cacher qu'une saison sans Ligue des Champions, sans compétition européenne, c'est une saison difficile à niveau économique pour le club. Ça, je crois que tout le monde en est conscient. J'aimerais utiliser le mercato quand même pour récupérer en partie des investissements qu'on a fait pendant l'été. Je l'ai dit à l'entraîneur, je l'ai dit à tous les secteurs sportifs, c'est quelque chose que c'est sain pour l'économie du club, même si on peut finir la saison dans une situation économique à niveau de trésorerie qui est confortable, parce qu'on a bien pris toutes les différentes prévisions avec des différentes actions qu'on a fait. Le club, il n'a pas un problème de trésorerie, chose que dans le football est très important. Au même moment, c'est ma responsabilité comme président de faire des actuations avec beaucoup de responsabilités et dans ce moment où on a déjà pris les risques financiers pendant l'été, d'avoir une approximation très conservatrice dans ce mercato. Ça veut dire qu'il faut vendre et après acheter. Je ne le vois pas comme un mécanisme, mais oui que dans la stratégie, j'aimerais quand même améliorer la com des résultats à la fin de la saison, en tenant, et ça c'est la chose la plus importante, une performance sportive de haut niveau. Et en même temps, c'est la responsabilité aussi de chercher d'éviter qu'il y a des difficultés de trésorerie, même si on ne l'a pas. Donc, on va faire des opérations qui vont mettre en risque la trésorerie du club d'ici à la fin de la saison. Non, dans aucun cas. Je l'ai dit comme ça. Si on fait des opérations en sortie que ça nous permet d'avoir du marge, on voudrait avoir les meilleurs effectifs possibles toujours dans les terrains. On ne veut pas sacrifier des joueurs importants. Les joueurs importants de l'équipe ne sont pas en vente. On veut donner des continuités à cet effectif. Si on peut faire des opérations intelligentes avec des joueurs en manque de minutage, on est ouvert, mais toujours avec une responsabilité dans laquelle je ne dis pas que l'Olympique de Marseille va faire un marché sans joueurs en sortie qui va mettre en risque la stabilité financière du club. Et ma deuxième question concerne ce sujet, le minutage justement, très belle expression au passage. Est-ce que Bamo Meïté mis à part, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont venus vous voir pour vous dire on ne joue pas assez, on n'a pas assez de minutes, on veut partir, ou est-ce que c'est plus votre réflexion de dirigeant à vous de désigner un groupe de joueurs en disant puisqu'ils ne jouent pas assez, il faut qu'on trouve une solution? Ça, c'est une discussion que les agents ils commencent à avoir plutôt avec Mehdi et pas avec moi. Donc, ça me fait plaisir aussi parce que sinon, je n'aurais pas du temps à faire toutes les choses que j'ai fait dans ce moment. Mais la position de président et la position de dirigeant d'un club de football, tu veux toujours optimiser jusqu'au dernier euro. Donc, moi, dans mon bureau, j'ai toujours un document Excel de combien ça me coûte les minutes de chaque joueur. Ça, c'est quelque chose que je tiens toujours en considération, mais même dans la santé d'un club de football, c'est quelque chose de nécessaire. Après, chaque cas est différent. Ce n'est pas la même chose pour un joueur trentaine de ne pas avoir du minutage, comme il ne l'est pas pour un joueur de 20 ans de n'avoir pas de minutage. En même temps, il y a des différents cas dans la vie. Il y a des joueurs qui te disent, bon, je suis confortable, ou il y a des ambitions sportives qui sont différentes, donc j'aimerais jouer plus. Chaque cas est un cas différent. C'est vrai qu'à titre de gesteur du club, c'est important d'avoir en considération toujours combien ça te coûte chaque minute de chaque joueur. Fabrice. Pablo, bonjour. J'ai deux questions aussi, s'il te plaît. La première, pour faire suite un peu à ça, le club est passé sans encontre, sans problème devant la DNCG récemment, mais dans ce que tu dis où tu veux gérer le moindre euro, tu dois l'optimiser.
Est-ce que malgré tout, cet hiver, tu dois faire attention à la masse salariale du club et est-ce que ça peut entraîner des départs de joueurs importants? Non, pas de départ des joueurs importants, ça c'est quelque chose que je tiens à dire publiquement. Non, s'ils sont des joueurs importants sur le terrain, pas du tout. L'objectif c'est de garder les joueurs importants qui sont dans le terrain au sein de l'effectif. La masse salariale d'enseigner de différentes questions. Cette saison, on a beaucoup réduit vis-à-vis de la saison dernière notre masse salariale. Le projet dans les prochaines années du club, c'est de rester plus ou moins stable avec la masse salariale qu'on a dans ce moment. Même s'il y a une partie de la masse salariale, comme vous savez, que ce n'est pas optimisé. Parce qu'on a des différents joueurs avec 0 minutes dans le terrain, par exemple, qu'ils sont sur des salaires. Qu'est-ce que ça veut dire sur la masse salariale? Et je crois, et je ouvre aussi une discussion qu'on peut ouvrir ici ouvertement. Le rôle de la DNCG, c'est quelque chose de très important dans le football français et qu'on doit chercher tout le monde à renforcer. C'est une des choses qu'il y avait demandé dans un conseil de ligue et aussi à la même DNCG, c'était de faire des contrôles a priori et pas a posteriori. Je crois que c'est quelque chose que c'est très important pour le football français dans ce moment et dans ces moments d'incertitude économique liés aux droits de télévision. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que les clubs, on doit être très sérieux dans la gestion de nos masses salariales. Parce que la masse salariale dans un club de football français, c'est quelque chose de très important. Je ne vais pas critiquer la France ou le système français, non, tout le contraire, je ne suis pas bien placé pour le faire. Mais contrôler ta masse salariale et avoir une stabilité de masse salariale ou optimiser ta masse salariale, c'est un des clés pour les clubs français. Parce qu'on a des taxations qui sont plus élevées que dans des autres pays. On a un avantage que c'est l'impatriation, ça c'est quelque chose aussi à dire. Mais c'est vrai que le football français, ce n'est pas quelque chose que c'est nouveau et très pénalisé pour les charges sociales vis-à-vis des autres compétiteurs en Europe. Pour ça que contrôler la masse salariale, c'est un des éléments que c'est clé pour chercher une stabilité financière et chercher la santé financière d'un club de football. Et la saison dernière, on avait fait une équipe avec une masse salariale qui était beaucoup plus supérieure à ce qu'un club comme l'Olympique de Marseille pouvait gérer. Et on a commis une erreur dans la gestion de la masse salariale, chose que cet été, on a cherché tout de suite d'améliorer et qu'on cherchera toujours d'améliorer dans les prochaines fenêtres de mercato, même en sachant que s'il y a une qualification en Ligue des Champions, on doit voyager avec la masse salariale actuelle. Et c'est une des règles internes que j'ai données dans la gestion du club. Deuxième question. Et tu parlais de Mehdi, de la manière dont il évolue depuis qu'il a pris ses fonctions il y a 1 an. Justement, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu le vois évoluer et est-ce que son nouveau rôle va être bientôt officialisé? Bon. Sur la dernière partie de la question, je tiens à dire que ça manque à régler quelques petits détails dans lesquels je ne suis pas inquiet. Et on espère de pouvoir finir toutes les négociations avec lui parce qu'on est tout le monde sur la même longueur d'onde. Et c'est une obligation aussi pour nous comme club, si on parle de la stabilité, il y a un des meilleurs dirigeants du football européen dans ce moment, parce que je considère Mehdi Benassia, il est un conseiller, il est un consultant, mais il a tous les atouts pour être et pour continuer à devenir un des meilleurs dirigeants de football européen sur la partie sportive. Mehdi, il est quelqu'un qui est à l'écoute. Mehdi, il est quelqu'un que tous les jours, il cherche de s'améliorer. Mehdi, c'est quelqu'un que tous les jours, il demande des conseils pour chercher de régler des différentes situations parce qu'il sait qu'il vient d'arriver dans un rôle, dans un club, avec une position qui était différente à celle qu'il avait comme joueur. Même si comme joueur, parfois, il se comportait comme dirigeant. Et comme il dit, il prenait beaucoup de café. Il avait beaucoup de conversations. Et comme Fabio Paratici disait, Mehdi déjà se comportait comme le responsable de recrutement à la Juventus pendant un moment.
Ça, c'est Mehdi. C'est quelqu'un qui est très curieux. Quand il y a de la curiosité, il y a aussi de la capacité pour s'améliorer. Et il est quelqu'un qui a des idées, qui est jeune, qui a des ambitions, qui a une innovation, qui a une intelligence émotionnelle très importante quand il doit négocier. Et il est dans la nouvelle génération de dirigeants liés à la partie sportive. Les générations, ils ont beaucoup changé. Et maintenant, tu vois la tendance de beaucoup de clubs européens qu'ils mettent dans des positions en contact avec les joueurs des anciens capitaines du club. De différents clubs, je ne dis pas du même club. Ça, c'est une tendance dans le monde du football actuel. Et ça, c'est quelque chose que je considère que ce changement générationnel et c'est un manque de leadership. Une personne comme Mehdi, il se comporte comme un dirigeant qui en même temps, il est l'ancien capitaine et qu'il rentre beaucoup dans la tête et dans les conversations avec la nouvelle génération de joueurs. Jean-Claude. Un mot sur Roberto De Zerbi. Tu nous avais raconté l'an dernier à la même époque votre rendez-vous manqué après Tudor, je crois. Cet été, vous êtes finalement bien trouvé. Est-ce que c'est ta principale satisfaction dans le chantier là, du nouveau projet d'avoir réussi à convaincre un entraîneur comme De Zerbi? C'était une question importante. Et c'était une question qu'on voulait construire 3 ans avec un entraîneur puissant, renommé, et qu'il pouvait incarner la leadership que ça manquait la saison dernière. Je ne dis pas que les entraîneurs qui sont venus la saison dernière, ils n'avaient pas de leadership, mais il avait un gros manque à l'intérieur de ce groupe de leadership. Pour nous, c'était chercher de faire le maximum pour pouvoir, c'est que c'était une situation très compliquée ou impossible, j'utilise toujours impossible, de chercher de la faire réalité, avec des valeurs dans le football que ce n'est pas l'argent. Chercher de parler des valeurs primaires dans le football, des relations humaines, des passions, de chercher de t'investir avec un public que tu as des émotions quand tu joues dans cet stade parce que tu te sens proche du public. Plus que l'attraction d'un très bon coach, que c'est normal, non? Je crois que toutes les équipes européennes qu'on pouvait avoir, Roberto De Zerbi l'été dernier, on serait tout le monde très content et quel que soit le club, il pourrait être très content d'avoir un coach avec le niveau qu'il a Roberto De Zerbi. Pour moi, la chose que c'était la plus importante, c'était de, pas seulement le coach, mais la personne et les valeurs qu'il a Roberto De Zerbi dans le quotidien, qui sont très similaires à ce qu'il y a le club, c'est très similaire à ce qu'il a cette ville et nos supporters. Pour moi, ça, c'était la chose que ça m'a plus plu, de voir quelqu'un qui partage tous les ADN qu'il peut avoir ce club. Et deuxième question, pour rebondir un peu sur les histoires de mercato, de masse salariale. Il y a un autre joueur dont on a beaucoup entendu parler, un peu moins que Pogba, certes, mais il n'a pas joué non plus, c'est Chancel Mbemba. Qu'est-ce que vous allez faire de lui là? Est-ce que vous allez ouvrir la porte cet hiver au mercato ou est-ce que vous allez rester dans la même situation, c'est-à-dire le payer et sans le faire jouer? La situation avec Chancel, rien n'a changé. Et je crois que dans la vie, il faut être transparent, il faut être clair. Chancel, comme des autres joueurs, il a été appelé par les coachs. Il a été appelé par la direction. Il était à connaissance de sa situation depuis le mois de juin 2024. Je crois que la façon d'actuer du club a été la même qu'on l'a communiqué autour du 20 juin. Rien n'a changé. C'est aussi vrai, et je tiens à le dire, que le club il a respecté tous les engagements légaux vis-à-vis des joueurs. C'est normal. Les joueurs aussi, dans sa convivence avec les groupes, j'ai rien à dire, parce que parfois, c'est très facile de mettre la faute sur les autres. Les joueurs, il a un comportement très bon dans sa situation.
que c'est difficile, parce que c'est difficile cette situation pour un joueur de football professionnel, et on est tous clairs. Mais c'est vrai qu'il était conscient de quelle serait sa situation au même moment. Situation pour le mercato d'hiver. Le club, il est très clair. Même situation que l'été. Les joueurs, ils l'ont pris. S'il arrive le prix qu'on souhaite pour les joueurs, on serait très content de trouver une solution qui soit bénéfique pour les joueurs et pour les clubs. Mais pour moi, le respect de l'institution, le respect du club, c'est la chose la plus importante dans cette situation. Parce que quand il est clair, je demande la même clarté. Et attention, si quelqu'un il veut prendre des décisions, en sachant toute l'information, je le respecte. Parce que chacun, il est libre de prendre les meilleures décisions pour lui et de prendre ses décisions. Mais en même temps, personne ne va passer au-dessus de l'institution et du club. Flo. Oui. Pablo, bonjour. J'avais 3 questions. Je vais essayer de Rapidement, alors, s'il te plaît, parce que là, pour battre des records. on va pas tarder d'arrêter. Je laisse Pablo boire un petit peu d'eau. Pour enchaîner sur le cas Chancel Mbemba, mais plus globalement, il y a eu ce loft. Vous avez vous-même employé ce terme tout à l'heure. Est-ce que, au final, après, avec un peu de recul, c'est pas un manque d'élégance de mettre des joueurs comme ça à part pour, au final, en réintégrer s'ils ne trouvent pas de club? Alors, le cas Bemba est peut-être différent parce qu'on a compris qu'il y avait un conflit vraiment avec le club et la direction. Mais au final, un Ulysse Garcia avait été mis dans les mêmes conditions, si je ne me trompe, et il a tout de suite été réintégré. Voilà. Est-ce que vous estimez que c'est logique d'employer ces entre guillemets méthodes-là, ou vous le regrettez? Pour moi, c'est une des meilleures décisions qu'on a prises au club depuis le mois de juin. L'église au milieu du village. Les pouvoirs où il doit avoir les pouvoirs. Ça, c'est très important. On a pris ce risque parce qu'on voulait changer la culture à l'intérieur du club. Parfois, je comprends qu'après une saison décevante, une saison avec laquelle se sont passées beaucoup de choses, on n'était pas conscient où devait être l'autorité et les types de comportements qui sont acceptables et les types de comportements qui ne sont pas acceptables. On est très content de la décision qu'on a prise. Et sincèrement, on a pris ces décisions avec le support total de Franck McCourt. Parce que c'est un risque, je répète, c'est un risque financier. Je ne suis pas l'arrivée au football il y a une saison pour savoir qu'un joueur dans cette situation, il perd de la valeur. OK? Mais en même temps, combien est-ce que tu gagnes dans les moments que tu mets en place de la discipline, des règles, de la clarité et de que tout le monde il comprend qui a le pouvoir et comment s'exercite le pouvoir. Combien tu gagnes avec ça comme club? Je crois que beaucoup plus de ce que tu peux perdre avec une transaction économique. Je ne regrette pas absolument parce que c'était très nécessaire pour changer la dynamique de la saison dernière. En même temps, pas tous les cas sont similaires. On a vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Ils ont compris ces situations. Et je tiens à remercier aussi beaucoup de comportements des joueurs parce que ce sont des situations que je suis le premier conscient qui ne sont pas faciles. Comme joueur de football professionnel, te retrouver dans cette situation, ce n'est pas facile. Comme pour un dirigeant du club ou un supporter du club, te retrouver dans une position de 8e la saison dernière avec tous les moyens qu'il pouvait avoir dans le terrain, ce n'est pas plaisant. On est en équilibre. Dans la même situation, il y a des comportements qu'il faut mettre en avant. Tu parlais d'Ulysse Garcia. Ulysse Garcia, il a un comportement absolument exemplaire pendant tout l'été. Ça lui a permis de réintégrer l'équipe. C'est la réalité qu'il n'y a pas eu des offres qui sont arrivées, qui ont satisfait la volonté du club. Donc, il y a des offres qui sont arrivées, mais pas au niveau
qu'on pouvait accepter. Spécialement parce que Ulises Garcia, c'est un joueur international avec la Suisse, c'est un joueur qui est en participation à la Ligue des Champions, c'est un joueur qui ne comptait pas dans sa première commence, mais ça c'est la vie aussi de football, que dans les moments que tu es exemplaire, tu travailles, tu te comportes bien, il y a toujours la deuxième opportunité. Il y a toujours la possibilité. Ulises Garcia, il a fait un des gestes cette saison, et il tient à le dire publiquement, qui m'ont touché de plus. Après les buts qu'il a marqués contre Lyon, il a envoyé un message au directeur de son équipe, Ali Sarak, pour lui remercier de comment il lui avait traité, lui avait aidé pendant l'été. Ça te fait voir aussi la classe de personnes et comment quelqu'un il cherche de s'imposer. Il sait qu'après les difficultés, il a toujours l'opportunité si tu te comportes bien. C'est un des autres joueurs que j'ai tenu à remercier une fois que j'ai parlé en privé avec le groupe, comme va momenter son changement dans beaucoup de situations qu'il a. Pas comportemental, devant momenter, attention. Je suis content avec le loft. Je crois que c'est une décision que c'était très nécessaire pour changer la dynamique et pour commencer avec un nouveau cycle et avec les bonnes valeurs. Autre question, Pablo, concernant Eli Wahi, est-ce qu'il pourrait y avoir une réflexion pour un départ cet hiver ou c'est hors de question? Pour nous, hors de question. Et je me prends l'initiative, même sans discuter avec la partie sportive dans ses réponses, parce que nous, comme club, on croit beaucoup dans le potentiel d'Eli. Marseille, je l'ai dit dans les commences de ces conférences de presse, n'attend personne. Mais c'est aussi vrai que chaque joueur il a son rythme, il a sa adaptation, il a ses temps. Avec Eli Wahi, je suis sûr qu'on a un des meilleurs jeunes attaquants en Europe. Même aujourd'hui, même avec les périodes de saut et de bas. Je crois que le temps de Eli Wahi, il va arriver. On est tranquille. Il doit rester tranquille. Et j'ai beaucoup de confiance dans son avenir et qu'il va finir à s'imposer ici dans ce club parce qu'il a toutes les qualités pour. Très bien. Et du coup, une dernière question concernant Adrien Rabiot. Je crois que ça avait été présenté, je ne sais pas si vous l'aviez dit comme ça, mais pour un contrat d'une durée de 2 ans. De quoi dépend le fait qu'il reste à l'Olympique de Marseille? Est-ce que ce sera une décision qui lui sera propre? Est-ce qu'on peut supposer que ça dépend de la Ligue des Champions? Voilà, en gros, qui a les clés pour que l'aventure Rabiot à Marseille aille au-delà d'une seule saison? Merci. Adrien, c'est une des personnes avec des valeurs humaines les plus importantes que j'ai eues dans ma carrière. C'est un joueur et une personne extraordinaire. Avec Adrien Rabiot, de quoi est-ce que ça va dépendre? Si j'ai dit la vérité, je crois que c'est dans la conversation dans le mois de juin, quand on a fini la saison, et de se dire si tout le monde est content et si on a tout le monde fait ce qu'on souhaitait avec ce qu'on s'avait dit au commence de septembre. J'aimerais bien qu'il continue tout le temps. Pour l'épaisseur humaine, pour les valeurs qu'il a dans le quotidien, pour ce qu'il nous amène dans le quotidien, c'est normal aussi d'avoir une conversation à la fin de la saison pour voir s'il est satisfait aussi et si le choix de l'Olympique de Marseille, c'était le choix qu'il voulait faire dans le mois de septembre et s'il est avec les mêmes moods qu'il avait en septembre. Comme il a dit le coach, si tous les joueurs ils seraient comme Adrien, on serait beaucoup plus content qu'aujourd'hui parce qu'il est quelqu'un sur le terrain et dehors le terrain extraordinaire. On va prendre les 2 dernières questions. On a dépassé l'heure de conférence. Karim et Mathieu, merci. Pablo, juste quelques mots sur les supporters, parce que bon, c'est important. À domicile, on ne va pas trop en parler parce qu'ils sont exemplaires et que ça date depuis des lustres. À l'extérieur, à Brest, c'était super. À Toulouse, c'était super. À Lyon, il n'était pas présent. Je ne vais pas faire tous les matchs, mais il n'était pas présent à Nantes. Ils n'étaient pas présents à Saint-Étienne, ils ne seront pas présents à Saint-Étienne. Il s'est passé un petit truc, ils n'étaient pas présents à Montpellier. Tout à l'heure, Bruno parlait
L'OM, est-ce que l'OM dérange? Quel est le problème? On aimerait comprendre pourquoi les supporters ne peuvent pas se déplacer un petit peu plus. Dans un monde idéal, il faudrait qu'ils soient là à tous les matchs. Je sais que c'est peut-être pas possible, mais 2 fois Saint-Étienne, Nantes, Lyon, et si on continue, deuxième partie de saison, ça sera la même chose. Alors, est-ce que l'OM peut faire quelque chose? Je ne sais pas, par rapport à toutes les instances. Quelle est votre réflexion et votre regard sur ce constat? On peut parler au Vélodrome et on peut parler dehors. Au Vélodrome, je tiens à remercier tout le monde parce qu'on est la 6e affluence dans les top 5 européens et ça c'est quelque chose que ça fait plaisir. Et ça fait beaucoup de plaisir voir un stade plein. Ça c'est la chose pour laquelle tu fais du football et ça c'est quelque chose que comme dirigeant, ça te rend heureux. À l'extérieur, c'est comme avec l'arbitrage. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, surtout parce qu'il y a un aléa dans beaucoup de décisions que ça me semble surprenant. Je vais toujours défendre mes supporters pour aller à chaque match. Chaque fois qu'il y a une interdiction de déplacement, on se bat. Chaque fois, on conteste. Chaque fois, on cherche de prévenir et autour de toute l'organisation du club, de chercher de permettre le déplacement dans la meilleure des façons. Le football est fait pour les supporters. Quand tu joues à l'extérieur et tu ne vois pas tes supporters, pour moi, c'est un échec. C'est un échec de la société, c'est un échec du football français, c'est un échec dans l'organisation des matchs, c'est un échec pour tout le monde. Plus qu'une punition, je me le tiens comme un échec. Comment on n'est pas capable d'organiser des déplacements des supporters en 2024? Il y a 1000 façons de la faire. Tous les matchs européens se font. On doit tout le monde nous mettre à discuter pour trouver des solutions parce que ce n'est pas normal de jouer sans tes supporters dehors de la maison. Et on est ouvert à quelle que soit la discussion. On est proactif. On cherche de travailler avant chaque match pour trouver ces solutions et défendre nos supporters. Comme a posteriori de chercher avec les mécanismes légaux parce qu'on veut toujours qu'il y ait des supporters quand on joue à l'extérieur. Je ne comprends pas comment encore en 2024, fin 2024, proche de 2025, on n'est pas capable encore de trouver une solution à ces problématiques quand il doit se faire dans une façon naturelle et avec l'effort de tout le monde. Allez Mathieu, on va terminer avec toi, merci. Salut Pablo, je voulais élargir un peu la question de Flo sur Eli Wahi, en fait sur les jeunes joueurs, parce que cet été on avait beaucoup parlé de ce nouveau projet, de ce développement de jeunes joueurs avec une plus-value à la fois sportive, mais aussi sous De Zerbi qui les ferait grandir, mais aussi à terme une plus-value financière et réaliser des beaux transferts. Donc c'est vrai qu'il y a eu Eli Wahi, il y a eu des investissements importants sur Lilian Brassier ou sur Ismaël Koné aussi. On voit que le coach aujourd'hui il est plutôt sur une équipe expérimentée. Je pense que c'est aussi la loi de la Ligue 1 et du contexte actuel. Mais quelle est ta réflexion sur ces jeunes joueurs à fort investissement? Est-ce que ça peut être envisagé de les prêter, par exemple, à partir du mois de janvier? Voilà, il n'y a pas un temps de jeu incroyable sans Coupe d'Europe. Voilà, quelle est ta réflexion sur ça et un premier bilan sur ce futur? C'était une volonté de chercher d'avoir un effectif beaucoup plus jeune. Pour une question que c'était aussi la descente des droits de télévision et pour la pérennité financière du projet. Roberto De Zerbi, c'est un des entraîneurs en Europe qui a eu un des meilleurs track records dans les transferts des joueurs à Sassuolo, à Shakhtar et à Brighton pendant les dernières saisons. Ça fait partie aussi d'une question économique et d'une réflexion financière. Pour nous, prendre des joueurs et faire des investissements sur les jeunes joueurs, c'est quelque chose que c'était recherché et c'était nécessaire. C'est vrai au même moment que tu dois avoir une stabilité dans les résultats et c'est vrai qu'un entraîneur, dans le moment que tu trouves une dynamique, il cherche de donner continuité à une équipe qu'il considère que c'est celui qui va lui porter plus de résultats. Après les résultats, il supporte beaucoup de décisions qu'il a prises dernièrement, naturellement.
toujours, c'est difficile à trouver un équilibre. Et avec ça, je ne vais pas dire, parce qu'il faut avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur tous les différents mouvements et aussi discuter avec des différents agents, des différents entourages, que ce n'est pas encore fait. C'est toujours important de protéger la valeur des différents joueurs dans lesquels tu as fait un investissement et avec la présence sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des différents investissements avec un minutage que j'imagine que les propres joueurs ils considèrent que c'est inférieur à ce qu'ils s'attendaient. Mais ça, c'est la loi du football et ça, c'est les décisions aussi au sein de quels que soient les groupes sportifs. Notre intention à niveau des clubs, c'est de créer de la valeur avec l'effectif qu'on a actuellement. Et on croit beaucoup dans les investissements qu'on a fait. Sur chaque opération, on discutait l'autre jour avec les coachs, on les fera à nouveau parce qu'on était convaincus. Parfois, les temps d'adaptation, ce n'est pas les mêmes. On va analyser des différents cas, on va trouver les meilleures décisions. Avec la première prise, c'était sur la performance sportive collective de l'équipe, aussi pour regarder les investissements qu'on a fait sur des différents jeunes joueurs, mais ça fait partie d'une réflexion plus grande. C'est vrai que la réflexion généralisée du club cet été, c'était d'avoir des joueurs plus jeunes, c'était d'avoir un effectif pour créer de la valeur, spécialement parce que la descente des droits de télévision, ça t'oblige dans l'avenir à avoir un paquet de joueurs que ça te permet aussi de créer une économie pour colmer la descente des droits de télévision dans le football français. Merci beaucoup.